Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Salut à tous, amis de la ruralité et de la brutalité. Salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne et du Warhammer bien de chez nous. Un Warhammer qui connaît moult incarnations très brutales, ça tombe bien, nous avons une rubrique pour ça, Brutal Hammer. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu et pour cette reprise en fanfare, je vous propose tout simplement le summum de la brutalité qu'on peut croiser dans ce jeu, qu'on peut croiser dans son lore. Nous allons parler des légions titaniques, la Collegia Titanica, les titans, voilà, les titans, les différentes classes de titans. Donc là, on est véritablement dans le plus brutal, tu meurs. Petite mise en situation. Ça fait des semaines que vous êtes un simple garde qui défend une cité d'une planète renégate. C'est simple, le gouverneur de cette planète a décidé, durant la Grande Croisade, de refuser le credo impérial, de refuser de se soumettre à la volonté de l'empereur et de ses légions. Donc Papy fait de la résistance et vous, en simple Pékin moyen, vous vous tenez sur le rempart extérieur de la citadelle, on va dire de la capitale de cette planète renégate. Votre gouverneur dissident est quelques centaines de mètres derrière vous en train de manger du raisin à moitié à poil entouré de belles femmes. Vous êtes dehors sur le rempart extérieur, vous gelez les miches et ça fait des semaines que vous essuyez les assauts successifs des forces impériales. Donc les colonnes de blindés qui soulèvent de la poussière, vous avez vu ça. Il y a eu une petite incursion d'un chapitre Space Marine, d'une légion Space Marine. Par magie, vous vous en êtes sortis vivants, les remparts sont toujours debout. Ensuite, voilà, quelques jours où il se passe rien, mais vous sentez le coup venir, vous sentez le coup de force venir, et à un moment, un beau matin, au loin, un truc tombe du ciel, un truc énorme, un module de largage qui fend les cieux et vient s'écraser sur la planète, mais en défonçant tout. Il s'agit d'un module de largage de plusieurs centaines de mètres. Vous défendez une ville, il y a une autre ville qui vient de fendre les cieux et de se poser sur la planète. Le choc en lui-même, c'est le genre de choc qui a même de fracturer une croûte terrestre. Vous avez senti les vibrations, mais laisse tomber quoi. Le truc a soulevé un vent de poussière, mais monstrueux. Et du coup, au loin, vous voyez cette immense masse sombre, une masse sombre qui commence à s'animer. Et à travers la poussière, vous voyez se découper à l'horizon des grandes formes bipèdes qui commencent à venir vers vous. Les silhouettes se découpent là dans le sombre lointain et vous voyez une petite manipule de bipède avancer vers vous, quelques lueurs inquiétantes au loin et tout d'un coup, voilà, vous entendez cette espèce de corps de guerre. Alors là, inutile de vous dire que vous avez la crotte au cul parce que ce son de corps de guerre, il annonce une seule et unique chose, c'est votre éradication totale à venir. Les titans marchent sur vous. Et une fois que tonne ce corps de guerre de Titan Warlord, c'est une promesse d'annihilation. Et à vrai dire, une annihilation que vous ne sentirez même pas venir. L'armement de ces titans-là fait en sorte que on peut absolument amputer des pans entiers de forteresses. On peut éradiquer des armées entières. Bref, vous sentirez rien. Une fois que le plasma gun d'un Titan Warmaster vous aura choisi comme cible, vous aurez très chaud.
l'espace d'une seconde, mais globalement, ça va bien se passer. Vous partirez, vous serez désintégré, vous et à vrai dire, quelques centaines de mètres carrés vous environnant. Les légions titaniques, c'est ça. C'est vraiment l'arme de destruction massive. C'est l'arme décisive qui sera déployée par les forces impériales en cas de conflit qui a tendance à s'éterniser un peu. Parfois, il faut savoir couper net. Eh bien, couper net, ça finit comme ça. Ça finit par ce module de largage de la Legio Titanica qui va s'écraser sur le sol et délivrer une armée de titans. Donc les titans, il y a beaucoup à en dire. Comme je l'ai dit, ce sont des armes de destruction massive, mais ce sont également, et j'ai envie de dire surtout, des armes de terreur. Ce truc-là, c'est du terrorisme. Si vous voulez, dans le lore de Warhammer 40 000, et plus principalement durant la Grande Croisade, on a vu ce nombre de cas assez fréquemment. C'est que il y a une ville, un bastion, une cité, peu importe, quelque chose de récalcitrant. Et bien parfois, la simple vue d'un titan warlord au lointain qui fait tonner son corps de guerre, eh bien, a moult fois suffi à ce que ce bastion ou cette cité rendent les armes sans affrontement direct. On parle d'un truc, voilà, c'est un levier diplomatique, c'est une arme de dissuasion, mais une arme de dissuasion massive. En gros, c'est l'empereur ou vous ne serez plus là, quoi, tout simplement. Vous serez éradiqué. Les armes d'un titan, elles sont, voilà, c'est quelque chose d'absolument immense, quoi. Quand on parle, par exemple, du canon de l'obusier d'un titan de classe Imperator, c'est le genre de canon qui, quand il tire, laisse un cratère fumant de 400 mètres. Bah, vous voyez le délire, quoi. Vous enlevez directement un arrondissement de Paris, quoi. Donc on peut se prendre à rêver à la chose. Moi, j'ai moult fois rêvé d'être un princeps et de piloter un petit titan Imperator et de marcher sur une zone commerciale avec des McDo et des Burger King. Voilà, c'est le kiff, franchement. Là, si vous voulez, on touche du doigt ce qui est probablement un des plus grands fantasmes de l'univers de 40K. C'est vraiment... il n'y a pas au-dessus de ça, quoi. À vrai dire, si on prend le plus gros titan d'entre tous, un titan de classe Imperator, c'est la plus grosse machine de guerre qu'il est possible de croiser au 41e millénaire ou avant. À vrai dire, l'équivalent, ce serait plutôt du côté des vaisseaux spatiaux. Si on prend par exemple les vaisseaux de classe Gloriana, donc par exemple les vaisseaux, on va dire amiraux, les vaisseaux amiraux. Ouais, si, les vaisseaux amiraux. Les vaisseaux amiraux, voilà, de classe empereur, qui sont généralement choisis pour être le QG de la flotte. Voilà, ces deux types un peu de machines sont les plus gros trucs qu'il vous sera possible de croiser au 41e millénaire. Donc, je passe sur les arches fatidiques ou les Space Hulk, qui sont aussi des engins absolument formidables. Mais bref, là, on parle de quelque chose de gros, de quelque chose d'absolument brutal. Alors, les titans, si on se penche un petit peu du côté du lore, c'est un exercice assez périlleux. Parce que ces titans, ils remontent à très 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 loin dans l'histoire. À vrai dire, bien avant l'ère des luttes. Ce sont des trucs issus plutôt de l'ère des technologies et qui lui ont survécu. C'est d'ailleurs une des seules choses qui ait survécu à l'ère des luttes en termes de technologie pure. Tant et si bien que, comme on l'a vu récemment dans l'émission sur l'Adeptus Mechanicus, la fabrication d'un titan, eh bien, c'est un peu le mystère total. C'est-à-dire que l'Adeptus Mechanicus, donc, a retrouvé quelque part les notices de montage, les plans de fabrication, mais tout est nimbé de mystère et à vrai dire, la part rituelle de la fabrication d'un titan prend une place énorme dans le processus. Mais à vrai dire, cette partie rituelle, on n'est même pas sûr qu'elle serve à quelque chose. Donc la fabrication d'un titan, donc sur un monde forge, c'est quelque chose donc déjà d'extrêmement long. De base, le titan, ce sera une machine assez rare, mais c'est quelque chose de complètement occulte également, car outre en fait l'assemblage des pièces, il y a toute la partie un peu obscurantiste, rituelle, le culte de l'omnimessie, blablabla. Tout ça, c'est la fabrication d'une machine divine, et la fabrication de cette machine divine, eh bien, elle est remplie de superstitions. Mais néanmoins,
Le résultat est là, un titan, ça se fabrique comme ça, et ce n'est pas seulement une machine, donc c'est également un esprit. Donc on en avait parlé avec le professeur K.O., ce n'est pas une IA, c'est un véritable esprit, c'est l'esprit de la machine incarné dans un titan. Et donc les différentes classes de titans, eh bien ils ont leur petit tempérament à eux, en fait, ces petits pépères. Par exemple, un titan River, il est plutôt calmos, quoi, c'est quelque chose qui n'est pas trop difficile à dominer lorsqu'on est un pilote de titan, donc un princeps. Je ne sais pas si on dit princeps ou princeps. Restons-en à princeps. Donc un princeps, eh bien, c'est le pilote du titan. Et à vrai dire, il y a une véritable symbiose qui s'opère entre l'opérateur et la machine. C'est-à-dire qu'un titan qui se fait blesser, par exemple, vous êtes un titan de classe Warlord, vous prenez un gros pruneau d'obusier dans le genou, eh bien ce princeps, ça va clairement lui déboîter la rotule. C'est-à-dire que physiquement, on a un véritable lien entre le pilote et sa machine. Et pour le pilote, un des plus grands défis du pilotage, ça va être bien de prendre le pas sur cette machine. Et donc c'est là qu'on retrouve différents esprits de la machine. Par exemple, le titan Warbringer est connu pour avoir un esprit de la machine particulièrement robuste, véloce et difficile à contrôler. Donc chacun de ces titans, chacun de ces classes de titans a sa petite personnalité bien à lui. Et donc on va définir en fait quels sont les princeps les plus expérimentés pour piloter les titans qui sont connus pour être un peu revêches, hein, un peu polissons. Donc un titan, c'est ça. Mais il y a également beaucoup à dire autour du titan, parce qu'un titan, c'est également un monde-forge. Ça va être un monde-forge qui va être, par exemple, spécialisé dans tel ou tel type de classe. Donc, chaque monde-forge a sa propre Collegia Titanica. Donc, c'est un monde-forge. C'est également une horde de l'Adeptus Mechanicus, principalement des Skitarii, qui vont lui servir d'agent d'entretien, de suivant, de responsable de maintenance. Et donc, outre tout ce petit monde, on va trouver également, généralement sur les mondes forges, très souvent la petite maison de chevalier locale. Donc une maison de chevalier qui va souvent être déployée en tant qu'avant-garde d'une légion titanique. Parce que dans le déploiement d'une légion titanique, donc on a vu des titans accompagné des marais d'infanterie, mais à vrai dire, c'est assez dangereux parce que en cas de chute, le mec éradique une armée entière. Donc généralement, en termes de déploiement, les titans, on va plutôt avoir tendance à les déployer seuls et généralement, dans un conflit d'ordre planétaire, ça va être souvent le premier contact avec l'ennemi, ça va être des titans. C'est-à-dire qu'on envoie la sauce directement. Généralement, la marée d'infanterie, elle va pouvoir être déployée une fois que les défenses ennemis seront privés d'artillerie. À quoi bon déployer des milliers de fantassins si en face de vous, vous avez des remparts complètement constellés d'obusiers. Donc là, ça sert à rien d'essayer. Face à ce type d'ennemis, on va d'office déployer des titans pour bousiller toute la partie fortification. Une fois les remparts et les défenses tombées, ok, là on fait venir l'infanterie et on s'empare des lieux et on mène au sein de l'enceinte ennemie une guerre de guérilla quelque part. Donc les titans généralement ils sont les premiers à intervenir et en termes d'avant-garde, on trouve souvent la petite maison de chevaliers liée au monde forge de cette légion titanique. Du coup, un titan c'est tout ça, c'est un monde forge, du Mechanicus, une maison de chevaliers et également une doctrine de combat. Donc les doctrines, elles peuvent s'incarner de différentes manières. Déjà, les titans ne sont pas déployés n'importe comment. Vous n'allez pas pouvoir être en mode « Allez, YOLO, j'envoie 12 warlords ». Non, la Collegia Titanica obéit à certaines doctrines et cette doctrine, elle s'incarne surtout en termes de déploiement et un déploiement qu'on va faire en ce qu'on appelle des manipules. Une manipule de Légion Titanique, ça va être tout simplement l'équivalent d'une escouade. Donc c'est un déploiement un peu thématique. C'est-à-dire qu'une manipule, ça peut être le déploiement de plusieurs machines de la même classe. Par exemple, une manipule de 5 titans Warhounds, où ça va pouvoir être l'assemblage de différentes classes, comme une manipule menée par un Warlord avec 2 Rivers et 4 Warhounds. Bref, il y a un système quelque part d'escouade comme ça, un déploiement en manipule. Donc les mondes forges
ont souvent leur propre organisation en la matière. C'est-à-dire qu'on aille dans la Legio Astorum ou dans la Legio Audax, les manipules vont être différentes d'une faction à l'autre, enfin d'une maison titanique à l'autre. Donc chacun son petit style de combat et chacun sa doctrine. Donc les doctrines, là, ça va être un peu la personnalité réelle de chaque légion titanique. Certaines d'entre elles vont être plutôt axées tir, d'autres vont être axées corps à corps, d'autres vont être axées sur la vitesse, par exemple. Donc vous l'aurez compris, chaque légion titanique, c'est un monde forge, une armée qui va l'entourer, mais également une doctrine, une tradition et des coutumes et bien évidemment des couleurs. Donc aujourd'hui, je peux pas m'amuser à faire le listing des différentes légions titaniques parce que ce serait tout simplement le même exercice que si je vous faisais une émission qui décrivait les différentes légions Space Marine. On est exactement dans la même case, c'est-à-dire que chaque légion titanique va avoir une personnalité réelle, une histoire, et en fait une histoire au long cours, hein, parce qu'elle remonte à l'ère des luttes. Je veux dire, l'ère des luttes, en fait, les titans, sur bien des mondes, ils ont été le dernier rempart face aux menaces qui existaient durant cette période. Que ce soit des espèces xéno complètement délirantes, ou alors les hordes de techno-barbares, ou tout simplement ces robots qui à l'époque étaient pilotés par IA. Sur de nombreux mondes, les titans ont été les seuls capables d'enrayer de telles menaces. Donc on part en fait sur chacune des légions titaniques sur une histoire au très long cours. Si je prends l'une des plus célèbres d'entre elles, comme l'Astorum, donc c'est simple, c'est vraiment une histoire qui débute à l'ère des luttes, qui va traverser toute la Grande Croisade, toutes les Résidorus, et ensuite qui est toujours active à l'heure actuelle. Donc là, on parle vraiment d'une histoire, mais qui couvre en fait des dizaines de milliers d'années. Donc c'est absolument quelque chose d'énorme. Donc je ne puis que vous encourager à vous renseigner sur ces différentes légions titaniques. À vrai dire, l'exercice est tout aussi intéressant que de détailler les différentes coutumes et traditions des légions Space Marine ou des régiments de la garde impériale. C'est là vraiment où on se rend compte à quel point le lore de Warhammer 40 000 est quelque chose d'immense. C'est même que dans ces des petites armées de niche qui ne sont même pas jouées dans le jeu, qu'on ne voit jamais sur les tables, vous avez un lore, les mecs, mais qui est extrêmement épais. Donc là, en termes de sources, on trouve un peu de tout, et à vrai dire, ce n'est pas très facile de regrouper les sources liées au lore des légions titaniques. C'est assez dispersé et c'est assez pétri également d'incertitudes, car qui dit histoire au long cours dit parfois histoire effacée. L'Imperium, c'est un peu un spécialiste dans le genre, hein, c'est qu'on réécrit en permanence l'histoire pour coller le plus possible au credo impérial. Il y a certaines de ces légions titaniques qui ont subi ce genre d'effort. Donc c'est assez nébuleux. Le lore de la Collegiata Titanica est quelque chose de très épais, mais quelque chose d'un peu mystérieux également. En tout cas, parmi ces légions titaniques, évidemment, il y a quelques stars, hein. Moi, par exemple, mes chouchous, c'est la Legio Furiane, hein, donc une légio qui a combattu donc du côté du maître de guerre à l'époque. Mais bon, voilà, on parle d'un lore mais absolument excellent. Et à vrai dire, au fil des affrontements qu'on peut voir dans le lore, on va croiser des affiliations naturelles entre certaines de ces légions titaniques avec, soit des régiments de la garde impériale, soit des légions de Space Marine. Si je prends un exemple assez connu, Angron et ses World Eaters étaient très copains avec la Legio Audax, donc une légio de titans qui a une appétence pour la vitesse, pour le corps à corps et pour le déploiement massif de titans Warhounds qui étaient en fait équipés de grappins énormes, d'armes de corps à corps, quoi. Ils venaient en fait chatouiller les pieds des autres titans pour les clouer au sol, tandis que les légions d'Angron leur roulaient dessus. Donc on a vu plusieurs fois au cours de l'histoire de Warhammer 40 000 des légions titaniques en fait s'appaieraient avec d'autres chapitres ou d'autres régiments bien connus. Si on regarde
Parce que là, on se dit, ah putain, ouais, l'Imperium a quand même cette arme-là. Il y a de quoi jalouser quand même un petit peu. On se dit, mais quid des autres factions? Donc les équivalents titaniques chez les autres factions, eh bien, à vrai dire, on en trouve beaucoup. Les orques, par exemple, fabriquent ce qu'on appelle des gargants. Donc des gargants, c'est quoi? C'est juste un assemblage de tôles et de machines de merde pour former une espèce de grosse statue immense, hein, un peu en mode c'est la décharge publique, c'est le titan gitano-orc, mais néanmoins ces gargants, ils peuvent atteindre des tailles absolument sidérantes comme un méga gargant qui est lui encore plus grand qu'un titan de classe empereur. Donc là on parle d'un truc qui peut atteindre 140 mètres de haut, quoi. Donc là, on est absolument dans le délirant. Les titans orques sont infiniment dangereux. Ce sont des trucs qui te pètent à la gueule, mais qui, sur un malentendu, peuvent en fait faire tomber des murailles. Les tyrannides ont des créatures d'ordre titanique également. Les bio-titans tyrannides, ce sont des créatures, mais hideuses et monstrueusement grandes. Les Eldar également fabriquent leurs propres titans. Alors là, qui sont vraiment... là, on est dans l'agilité, hein, comparé les titans du côté Imperium. On est vraiment dans le massif, dans la machine de guerre massive. La gamme de titans Eldar, elle va être dans l'agilité. Ce sont des machines fabriquées en moelle spectrale et qui sont quelque part des danseuses, hein. Les titans Eldar, en fait, ils traversent le champ de bataille en courant, en sautillant. Ils sont munis d'épées. En fait, ils peuvent très bien venir faire une roulade et te couper la jambe. Ça leur pose pas de problème. On trouve également quelques originalités comme les titans Psyker. Hein, ça, les Eldar en ont également. À vrai dire, l'Imperium en a aussi qui s'incarne sous les couleurs de la Legio Sinister, qui est une arme de terreur absolument terrible. Et on trouve encore quelques trucs comme chez les Tau. Hein. Les Tau ont des exo-armures de classe titanique. Bref, tout ça pour résumer que les autres factions, franchement, elles peuvent être jalouses quand même des légions titaniques impériales, parce que là, on parle vraiment d'une énorme structure qui est très, en fait, hiérarchisée entre ces différentes classes. On en trouve moins chez les autres factions, mais néanmoins, il y a quand même quelques incarnations titaniques dans les autres factions du jeu. Ça fait plaisir. Bon, venons-en un petit peu aux figurines. Alors, les titans, ils se sont incarnés pour la première fois dans le premier jeu à l'échelle épique qui s'appelait sobrement Adeptus Titanicus. Donc c'est très rigolo de revoir un peu les modèles de cette époque-là, car tout est assez cheap. On a plutôt le sentiment de voir des grosses boîtes de conserve. Les échelles, évidemment, étaient bien basses, en fait, comparées à ce qu'on trouve actuellement. En tout cas, c'était la première incarnation des titans en termes de figurines. C'était à l'échelle épique, Adeptus Titanicus. Ensuite, ça a perduré dans les autres éditions d'Epic, et on les a retrouvés bien plus tard dans la version 2 d'Adeptus Titanicus, édition pour laquelle en fait ils ont revu leur copie, et on a eu le droit à des nouveaux titans à cette échelle, alors là qui sont de toute beauté, on en parlera plus tard, et maintenant en plus avec Legio Imperialis. Donc les titans sont de retour, du moins à cette échelle là, mais entre temps Forge World s'est décidé un peu à l'exercice périlleux d'adapter ces figurines à l'échelle 40K. Donc ça nous donne la gamme de titans Forge World qui est complètement lunaire. Donc on parle de figurines immenses. Un titan Warlord, ça fait dans les 60-70 cm de haut. Ça coûte plus de 2000 balles. Donc là, on est dans le lunaire, on est dans la pièce d'exception, à vrai dire, quelle que soit l'échelle, parce que même un Titan Warhound, ça représente un budget tout à fait pharaonique. Donc en termes de figurines, là, on est dans le inaccessible, dans le déraisonnable au possible. Donc beaucoup d'entre vous sont au courant. J'ai un Titan Warlord, je suis en train de le peindre. Donc ça, je garde ça pour une émission dédiée, parce que c'est un peu l'aventure. Hein. Le truc, c'est une aventure au long cours. En tout cas, la gamme Forge World, en tout cas, c'est d'une qualité
top, hein. Il y a beaucoup en fait qui crachent sur Forge World, mais ça dépend en fait ce que vous achetez chez Forge World. Si vous achetez par exemple des vieux moules de la Death Corp of Krieg, vous allez vous retrouver avec du dégueulasse. Mais dès lors qu'on tape dans les pièces d'exception, que ce soit les Primarques, que ce soit ces machines divines, ou que ce soit tout simplement des trucs récents. Par exemple, vous prenez la dernière incarnation de Fulgrim en 30K. Là, en fait, vous savez pourquoi vous payez cher, hein. Le niveau de finition est proprement pharaonique. Des défauts de moules, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup, ce sont des moules tout neufs. Bref, Forge World, moi je tiens quand même à rendre hommage au travail qui est fait par Forge World. On dira ce qu'on veut du prix, ouais, c'est complètement délirant, mais en tout cas, pour moi, ça reste quand même de la figue complètement premium. Et je peux vous dire que quand vous assemblez un titan venant de chez eux, eh bien vous savez pourquoi c'est cher, vous comprenez pourquoi c'est cher. L'usinage est incroyable, la finition est incroyable, la finesse de gravure aussi, même pour des modèles de cette taille. En tout cas, voilà. Forge World, ça reste Forge World dans mon cœur, ça reste vraiment des figurines d'exception, et naturellement quand on parle de Titan, là on est dans l'exception de l'exception. En tout cas, c'est à oublier je pense, pour une bonne partie d'entre vous, c'est beaucoup trop cher, mais néanmoins on a trouvé quand même entre temps l'impression 3D, et à l'heure actuelle il y a des gars, même beaucoup, qui impriment des Titans en 3D, donc je sais qu'à l'heure actuelle Céleste Figurine par exemple est en train d'imprimer des War Master, pourquoi pas. Donc là, je n'ai pas de référence en tête, mais je pense qu'avec quelques recherches, vous trouverez des titans à imprimer en 3D. À vrai dire, j'ai déjà croisé le regard de quelques STL qui étaient faits suivant le modèle exact des moules Forge World. Donc vous pouvez vous acheter une copie conforme. Je pense que c'est très faisable. Et également, du côté du recast, on a trouvé des titans à vendre. À mon sens, je n'ai jamais croisé, par exemple, de titan Warlord, mais on peut avoir un Reaver ou un Warhound à prix défiant toute concurrence sur le marché chinois. Donc vous connaissez la chanson. Je ne vais néanmoins pas vous encourager à acheter des titans chinois parce que une fois passée la période de garantie, ils risquent de plus très bien fonctionner. Il n'a pas eu assez d'huile d'onction dans ses rouages, ce titan chinois. Bon, bref, du côté de la gamme en figurine 40K, acheter un titan, c'est quand même pas une mince affaire. Donc, pour cette émission, on va pas forcément se concentrer là-dessus. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait si on a envie de se taper un petit délire à peindre des titans? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller à l'échelle épique avec les tout récents kits venant de la version 2 d'Adeptus Titanicus ou de Legio Imperialis. À vrai dire, à l'heure actuelle, tous ces kits ont été reconditionnés sous le logo officiel Legio Imperialis. Et bien là, c'est simple, vous trouvez tous les types de titans dispo jusqu'à l'échelle War Master. Alors ces kits, ils sont absolument formidables. À vrai dire, je suis en train d'en monter. Ces kits sont exceptionnels. Franchement, du Warhound jusqu'au War Master, on tombe vraiment sur des kits mais pléthoriques qui vous offrent en fait pas mal de liberté en termes de pose. Vous allez pouvoir assembler vos titans de manière à ce qu'ils soient en train de sprinter, hein, ce qui est très cool par exemple pour un Warhound, ou voilà, et vous trouvez en plus beaucoup d'options d'armement différents. À vrai dire, assez limité, parce que si je prends l'exemple d'un titan War Master ou Warlord, donc là en fait des gros kits, à vrai dire ça va être un kit d'armement par boîte. Par exemple, vous avez 2 boîtes de titans Warlord qui vous offrent les différents kits différents. Ensuite, chez Forge World, ils vendent quelques armements au détail, mais bon, là, c'est de la résine, donc les prix sont complètement piquants, mais en tout cas, voilà, vous avez quand même une belle gamme de figurines existantes sous le logo Legio Imperialis, et ces kits sont tout simplement passionnants à monter. C'est vraiment très, très, très fourni en termes de pièces. C'est assez long, hein. Moi, par exemple, pour assembler mon Titan War Master, j'ai dû mettre pas loin de 6 heures, hein. 6 heures de boulot quand même pour un truc mais pas si grand que ça, hein. Mais c'est un exercice assez cool, et à vrai dire, moi ce sera ma petite récréation hobby de cette année 2025, c'est que je vais me monter une Legio
titanique qui regroupera quand même une petite dizaine de titans de toute classe. Je vais me taper un petit kiff de peinture parce qu'à vrai dire, c'est très fun à peindre. Vous pouvez complètement assembler le squelette seul. Donc là, voilà, si on fonctionne à l'aéro, naturellement, c'est quelque chose de très vite fait. Et ensuite, l'exercice assez satisfaisant, ça va être de peindre sur grappe les plaques d'armure. Donc là, pareil, on va pouvoir utiliser de l'aéro pour aller au plus vite. En tout cas, voilà, c'est un exercice de peinture qui va être cool, je pense. Je pense prendre beaucoup de plaisir à ce sujet. Néanmoins, j'ai choisi la Legio Furian. Et la Legio Furian, elle présente la caractéristique d'avoir de grandes flammes noires qui dansent tout le long de son armure. Et ces flammes noires, à vrai dire, à part le faire en free-hand, je vois pas trop d'autres solutions. Autant vous dire que j'ai signé pour en chier. Mais néanmoins, une petite Legio titanique à cette échelle-là, avec des belles couleurs, voilà, là, ça va être le kiff absolu. Ça va être très très cool. Donc ces kits Legio Imperialis, honnêtement, si vous voulez vous faire plaisir à peindre un petit titan, je crois que c'est le meilleur choix possible. En tout cas, ces kits, ils sont pas donnés, hein. Ils sont vraiment pas donnés. Si je vois par exemple un titan Warlord, c'est tarifé à peu près 75 balles, hein, et encore peut-être à tarif réduit. Bref, on est quand même pas loin de la centaine d'euros. Concernant un War Master, c'est un kit qui est affiché à 140 balles. C'est très très cher. Mais en tout cas, quand vous avez le kit en main, vous commencez à comprendre pourquoi, hein. Il n'y a pas de vide dans cette figurine. On est vraiment sur un modèle de maquette à l'ancienne. Tout est plein à l'intérieur. C'est vraiment un gros kit malgré sa petite taille. En tout cas, voilà. Legio Imperialist, les figurines sont vraiment superbes et pourquoi pas vous accorder le petit plaisir de peindre un titan, par exemple un petit Warlord tout mignon. Bref, en termes de figurines, c'est là qu'il faut aller, j'ai envie de dire. Et puis, notamment, c'est peut-être aussi l'occasion de jouer, car que ce soit dans Legio Imperialis ou dans Net Epic, vous avez carrément des règles pour incarner une Legio titanique sur table. Donc, faire un petit projet Legio titanique, c'est aussi pouvoir jouer. Donc pourquoi pas, voilà, vous autoriser une petite initiation à Legio Imperialist en mode full titan, c'est absolument cool. Moi, en tout cas, j'ai prévu de le faire. Et en tout cas, dans cette gamme, dans son ensemble, peu importe l'échelle 40K ou épique, on a une représentation assez difficile des légions titaniques du chaos. Quand on regarde les récits, quand on regarde le lore, un titan du chaos, les mecs, ça peut prendre une forme, mais absolument sidérante. C'est-à-dire que là, le truc va plus être forcément piloté par un princeps, il va pouvoir être piloté par une entité du warp qui, une fois son esprit mêlé à celui de la machine, va faire naître spontanément des mutations, des difformités à même la machine, à même ses rouages. Ça nous donne sur le terrain, par exemple, je pense à un récit de la défense du palais de l'empereur sur Terra durant l'hérésie, où en fait, absolument médusés, les défenseurs du rempart delphique voyaient apparaître au loin un titan de classe Imperator, mais qui n'était plus qu'une espèce de tas de tentacules grouillants, une espèce de machine complètement dégénérée, où finalement on ne voyait plus à peine la moindre plaque d'armure. Le truc est devenu une espèce d'entité du warp difforme. Un titan du chaos, potentiellement, c'est ça. Ça peut être en fait des bras mécaniques qui prennent vie. Donc voilà, vous connaissez la chanson en termes de difformité et de mutation du chaos. Un titan du chaos, ça peut être une vision mais absolument abominable. Et ça, en fait, c'est difficilement incarné en termes de figurines. On ne trouve pas, quelle que soit l'échelle et quelle que soit la gamme, de titan du chaos qui a poussé le curseur de l'étoile à 8 branches à son maximum. Le mieux que vous aurez à vous mettre sous la dent, ce sont des plaques d'armure un peu difformes, un peu abîmées,
ornementé naturellement de toute l'héraldique chaotique. Donc à vrai dire, c'est un peu timide si on a envie de se faire une Légion titanique du chaos. Voilà, faut garder à l'esprit que autant en rester à la période de l'hérésie où en fait le warp n'a pas encore eu une emprise totale sur tout le monde. On aura droit qu'à de la Légion titanique du chaos assez sage dans son apparence. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais bon franchement ils peuvent pas tout faire non plus. Néanmoins, vous pouvez trouver du côté des 3D print quelques petits accessoires qui vont ornementer vos titans. Il y a beaucoup de fabricants de bits 3D pour l'échelle Epic ou Adeptus Titanicus. Je vous renvoie notamment vers Battle Bling Store qui sont vraiment les spécialistes là-dedans. Vos titans, ils vont pouvoir être pimpés de partout à l'échelle épique. Vous allez trouver tout, quoi. Des têtes, des bras, des armes même originales, mais qu'on va quand même croiser en termes de règles dans les jeux impérialistes, comme les armes à Volkit. Plein d'armes exotiques comme ça, plein d'éléments pour pimper vos titans. Et ces petits zinzins, ils sont allés jusqu'à fabriquer un vrai titan de classe Imperator à l'échelle épique. Donc une superbe figurine. Donc le titan Imperator, c'est celui avec la cathédrale sur le dos. Si on le mettait à l'échelle 40K, ce truc ferait 1m72. À vrai dire, il y a quelques zinzins qui ont fabriqué ce truc-là. J'ai vu une vidéo où les gars faisaient carrément un kill team sur le dos d'un titan de classe Imperator. Bon là, si tu veux, là on est vraiment dans l'extrémisme religieux, c'est tout à fait stylé. Je ne puis qu'encourager ce genre d'initiative. Fabriquez-vous un titan de classe Imperator qui va prendre 3 mètres carrés dans le living room. Ça, c'est tout à fait rural approved. Bon, après, vous aurez peut-être à signer les papiers du divorce, mais dans la vie, il faut faire des choix. Merde, un titan de classe Imperator, c'est quelque chose qu'on peut toucher du doigt une fois dans sa vie. J'aimerais bien en avoir un jour. Je pourrais m'en servir, je sais pas, de distributeur à apéritif. Bref, demeurons sages en tout cas. Un titan de classe Imperator à l'échelle épique, c'est possible, ça existe. Alors en termes de pognon, ce sera pas donné, mais en tout cas, vous pourrez en trouver. Et c'est vrai que chez Battle Bling Store, ils l'ont fait très bien. Donc rendez-vous sur Battle Bling Store si ça vous intéresse tout ça. C'est une mine d'or de bits 3D pour les titans à l'échelle épique. Venons-en maintenant à l'incarnation de ces titans en termes de règles dans Warhammer 40 000. Est-ce que c'est faisable de jouer un titan? Parce que là, on en rêve tous, clairement. Eh bien, oui, c'est faisable. Mais putain, ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud. S'il y a bien un truc en V10 qui a été torché, c'est l'inclusion des unités Forge World. On retrouve toujours les mêmes défauts. Les coups en points sont complètement aux fraises et les règles ont été réécrites, mais vraiment sans effort. Et à vrai dire, chez les titans, c'est particulièrement dommageable parce que on a perdu beaucoup de mécaniques qu'on retrouvait dans les éditions précédentes. Par exemple, où sont les boucliers Void? C'est une des particularités principales des légions titaniques, c'est qu'ils sont armés, ils sont équipés des mêmes boucliers qu'on trouve sur les croiseurs. Ce sont des boucliers Void. Un bouclier Void, c'est un bouclier à énergie qui va en fait via l'énergie cinétique absorber l'énergie des tirs en fait vous étant adressés. Donc on est pour les physiciens en herbe, on est vraiment sur une mécanique d'énergie cinétique, l'absorption de l'énergie due à la vitesse. Et donc les boucliers Void, jusqu'à maintenant, dans les éditions précédentes en termes de règles, ils jouaient le rôle de point de vie tampon. C'est-à-dire que lorsque vous tirez sur un titan, avant de s'attaquer à son châssis lui-même, en tout cas à son profil, à son nombre de points de vie, il fallait faire tomber les boucliers Void. Et donc ça s'incarnait sous la forme de points de vie tampon. Il y avait différents types de boucliers Void liés à la classe de titan choisie. Et par exemple, sur un Warlord, vous aviez un bouclier Void qui pouvait aller jusqu'à une dizaine de PV. Donc il fallait tuer ces PV-là
avant de s'attaquer au châssis classique du Titan. Maintenant, ça a disparu et le seul truc qu'on trouve à se mettre sous la dent, c'est une sauvegarde invulnérable à 5+, donc qui est censée incarner la puissance de ces boucliers Void. Néanmoins, c'est quand même pas grand-chose et nous allons le voir, outre des coups en points aux fraises, les Titans, malgré leur nombre de points de vie absolument sidérants, ils auront bien du mal à survivre sur une table de jeu à 40K. Le jeu, désormais, est versé dans la létalité absolument terrible. Et par exemple, que vous ayez en face de vous une armée Tau, une armée Nécron, peu importe, n'importe quelle armée de quelque part un peu axée tir, la récurrence du mot-clé, par exemple létal, fera en sorte que n'importe qui viendra à bout de votre châssis assez rapidement. Donc pour rappel, le mot-clé létal, qui va faire une blessure automatique sur un 6 à la touche, il en a rien à foutre, ce mot-clé, de votre endurance de 14. Peu importe l'endurance, une simple marée d'infanterie qui a le mot-clé létal va quand même vous faire du gros bobo. Donc l'usage de ces titans à Warhammer 40 000, disons-le tout de suite, ce sera uniquement réservé aux parties fun, aux parties narratives et surtout dans un format gros. Et bon, quand on parle d'un format type Apocalypse, par exemple 10 000 points contre 10 000 points, voire plus, là, l'usage de Titan devient tout à fait possible. Mais dans sa globalité, c'est coup en poing aux fraises et profil tout pourri. Donc en fait, là, c'est une émission brutale Hammer, mais avec des trucs qui sont censés être brutales, mais qui en vérité ne le sont pas du tout. Néanmoins, s'il y a bien un truc qui va nous régaler dans les règles de 40K liées au Titan, c'est l'armement. On va trouver des armes qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et là, c'est très rigolo parce que quand on voit les dégâts que peut potentiellement faire ces trucs, voilà, là, c'est de la folie. Donc là, c'est quand même Brutal Hammer, hein, oui, Brutal Hammer quand même. Commençons par exemple avec le Titan de classe Warhound, donc le plus petit d'entre eux, le plus répandu également, et c'est une machine qui va servir de reconnaissance. C'est un Titan de reconnaissance, c'est un scout, et c'est un brave petit toutou, car comme la figurine nous le montre, ainsi que son nom, un Warhound, chien de guerre, c'est un Titan un peu clébard. Il a un profil assez animal, ce petit Titan. Donc là, en termes de look, on est dans un truc qui a probablement un peu vieilli. Quand on regarde en détail le châssis, on est sur quelque chose de très carré, quelque chose vraiment d'assez simple. On est un peu dans le simple robot, là où d'autres vont avoir quand même des profils beaucoup plus travaillés, beaucoup plus artistiques quelque part. Le Titan Warhound, non, c'est juste un gros toutou armuré. Il a une tête de clébard. Moi, je le trouve quand même tout à fait sympa, même si son châssis a un peu subi l'épreuve du temps. En termes de règles, on parle d'un châssis assez solide qui a 40 points de vie, endurance 13 et sauvegarde à 2. Donc là, en termes de, par exemple, de contrôle d'objectif, je ne vais pas les détailler dans l'émission, mais un simple Titan Warhound a un contrôle d'objectif de 16. Autrement dit, quand vous le posez sur un objet, il n'y a pas grand monde qui peut venir vous chercher. De toute manière, en termes de place occupée au sol, l'objet, vous l'occupez en intégralité. Il n'y a pas grand monde qui viendra entre vos patounes. Et en termes d'armement, ce Warhound, là, on n'est pas dans l'anti-char. On va plutôt être sur une machine anti-infanterie, donc qui va aligner pas mal de ratata, mais des ratata néanmoins qui peuvent s'en prendre à plus gros, comme par exemple une grosse escouade d'élite. Un Titan Warhound n'aura aucun mal à s'en défaire. Donc prenons quelques armes rigolotes comme le Warhound Inferno Gun, qui est un gigantesque lance-flamme qui nous fait 3d6 tirs de force 7 à PA-2 dégâts 3. Donc une escouade par exemple de 10 Terminator peut potentiellement se faire pulvériser par un tir de ce lance-flamme Inferno. Et moi, il y a une arme que j'aime beaucoup, c'est le Méga Bolter Vulcan. C'est un énorme bolter Gatling, l'arme est très stylée en plus. Là, on parle de 20 tirs de gros bolt, 20 tirs de force 6, PA-1, dégâts 2. Donc une bonne salve quand même anti-infanterie qui peut être potentiellement très cool. On trouve aussi une arme à plasma, le Plasma Blade Gun, qui est très sage comparé à ses grands frères. On est sur 2d6
touche, plus 3, blast, de force 9, PA-3, dégâts 4. Donc vous pouvez le faire surchauffer pour atteindre dégâts 5, hein, si le cœur vous en dit. Donc là, ce truc est potentiellement capable de buter du Dreadnought en série. Et par contre, il y a une incompréhension un peu, c'est les armes de corps à corps. En fait, dans son lore, le Titan Warhound, il est souvent équipé d'armes de corps à corps, comme chez la Légio Audax, et également, par exemple, d'un lance-grappin Ursus. Alors ça, c'est un truc qui va être monté sur son dos, et ça va servir en fait à faire tomber les portes des citadelles, ou carrément à venir harponner les titans de classe supérieure pour ensuite les tracter et les faire tomber au sol. Donc ça, c'est par exemple, il y a des manipules qui sont faites sur ce modèle-là. On a des manipules qui vont regrouper 6 titans Warhound armés en fait de lance-grappins qui vont être suivis par 2 titans River qui vont être eux équipés par exemple de grosses épées tronçonneuses ou de gros points énergétiques. Donc là, l'idée c'est que on lance les Warhound à l'avant-garde, on fait tomber les gros titans d'en face et notre River vient l'achever une fois celui-ci tombé au sol. Donc ça peut être très cool. Je sais que ça peut être incarné dans Legio Imperialis par exemple en termes de doctrine de combat. Donc ça c'est très cool. En tout cas voilà, le Titan Warhound, il est mignon comme tout. Il a quand même accès à une arme anti-char qu'on va retrouver sur toutes les autres classes. C'est le Destructor Turbo Laser. Donc D3 plus 3 tirs, de force 20, PA-3, dégâts 2d6. Bon. Dégâts 2d6, on commence à voir la potentielle destruction de ces machines-là. Mais là, avec le Titan Warhound, on reste dans quelque chose de très sage. Donc ce Titan Warhound, il vous est tarifé 1100 points. Donc 1100 points, ça le rend en fait assez facilement intégrable comparé à ses grands frères. 1100 points, si on imagine une partie Apocalypse à 10 000, eh bien vous alignez 2 titans Warhound, voilà, ça forme à peu près 1/5 de votre effectif global, donc c'est très facilement jouable à vrai dire. Mais est-ce que ça les vaut ? Pas du tout, pas du tout. 1100 points pour un châssis à 40 PV, honnêtement, en face, vous mettez par exemple 1000 points de taux avec des exo-armures et tout, mais vous faites botter le cul, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc comme je l'ai dit, ces titans, ils sont à réserver aux parties fun à grand format, ça me paraît évident. 1100 points pour 40 PV, c'est beaucoup trop cher. Vous mettez des IK en face, ces IK vont lui botter le cul sans effort. Passons maintenant au titan de classe River. Donc là, idem que le Warhound, on est sur un design qui a potentiellement un peu vieilli. À vrai dire, cette classe-là a peu changé depuis la toute première incarnation d'Adeptus Titanicus à l'échelle épique. Il a toujours la même gueule. Idem, il a un châssis pas très travaillé en termes d'assemblage. On est encore une fois sur un gros robot avec quelques carapaces par-dessus. Quand on voit la figurine, par exemple, au niveau des jambes, voilà, c'est un peu monolithique, c'est à peine plus évolué qu'un Nika. Le River, à vrai dire, en termes de tronche, c'est peut-être celui que j'aime le moins. Néanmoins, il est quand même assez sympa. Il a un visage particulièrement... Il a une forme de visage qu'on ne trouve nulle part ailleurs, ce petit titan River. Du côté du châssis, on monte évidemment en termes de nombre de points de vie parce que cette fois, nous sommes à 60 points de vie, endurance 14. Donc vous voyez, l'endurance commence à augmenter, quoi. On a toujours l'invulnérable de 5+, qui est censé incarner les boucliers Void, mais mon cul, ce n'est pas assez bien. Et là, du côté de l'armement, on commence à trouver véritablement du très lourd et parmi les armes les plus connues des légions titaniques comme le River Apocalypse Launcher. Donc cet Apocalypse Launcher, on le trouve également sur toutes les classes de titans. Néanmoins, à ce format-là, c'est la plus incarnée, c'est la plus répandue. Donc c'est une salve de lance-missiles absolument phénoménale. Ça va vous faire 3d6 tirs de missiles à force 7, PA-1, dégâts 2. Donc on le voit quand même, c'est soumis pas mal à des jets de dés, le nombre d'attaques, et on peut très bien, à mon avis, lors d'une phase de tir, se retrouver avec un Titan River qui va ne rien faire dès lors que vous aurez des dés peu heureux.
On va retrouver également la première incarnation de la Gatling à échelle titanique. Donc, je sais pas si vous imaginez une Gatling là qui fait dans les 12 mètres de long. Imaginez la salve de pruneaux que ça tire, ce truc. À vrai dire, c'est une mitraillette à obus. Hein. Ça tire des petits obus. Donc là, une Gatling Blaster, c'est 12 tirs de force 8, PA-2, dégâts 3. Donc, une Gatling qui peut, sans effort, faucher de la bonne grosse élite. On retrouve aussi le Laser Blaster, donc plus balèze que sur la classe Warhound, évidemment. 8 tirs de force 20, PA-3, dégâts D6 plus 2, ok. Le Reaver a également accès à un fuseur. Donc là, le fuseur à échelle titanique, autant vous dire que ça rigole pas. Ça va vous faire D6 plus 2 tir de force 13, PA-4, dégâts 6. Et si vous êtes à courte portée, Melta 4, hein, donc vous passez à dégâts 10 dès lors que vous serez à courte portée. L'originalité de ce Melta Cannon Titanic, c'est sa portée, parce que c'est un fuseur avec une portée de 48 pouces. Autrement dit, vous pouvez, à l'autre bout de la table, sécher complètement un ou deux Land Raiders sans effort. Et également, c'est la première incarnation d'une des armes stars des Légions Titaniques, c'est le canon Volcano. Le canon Volcano, c'est vraiment le plus gros canon qu'on trouve en fait à l'échelle titanique. En termes de technologie, ce truc est proprement sidérant. Ça recrée quelque part l'effet d'un mini volcan gravitationnel qui utilise les énergies du warp. Enfin, c'est n'importe quoi, un Volcano Cannon en termes de technologie. Cette première incarnation, qui est la plus petite d'entre elles, va nous faire D3 plus 1 tir, force 24, PA-5, dégâts 14. Bon, dégâts 14, on est pas mal quand même. Donc là, vous commencez à voir que les titans, en termes de cibles toutes désignées, eh bien, ça va être tout simplement les titans du camp adverse. Ça va se passer comme ça, et dès lors que vous faites une apocalypse, si par exemple vous alignez un ou deux titans dans vos forces, et ce serait quand même pas mal d'avoir la même chose en face pour trouver une forme d'équilibre. Parce que voulez-vous foutre d'un Volcano Cannon voilà, en dehors de ça, certes, vous pouvez vous amuser à sécher, enfin même à one-shotter des blindés ennemis, hein, par exemple un Predator Space Marine, ouais, évidemment, force 24, vous allez le blesser sur du 2, PA-5, le truc a même plus de sauvegarde, même s'il est à couvert, et dégâts 14, bah voilà, une seule touche va suffire à le réduire à l'état d'épave fumante, donc ça peut être cool, mais à mon avis, ça va être quand même plus sympa de procéder à de véritables duels de titans, et donc par exemple, un clan où on trouve 2 Warhounds et un clan d'en face où on trouverait un Reaver, là, on arrive sur des affrontements qui potentiellement vont avoir de la tronche. Du côté des armes de corps à corps, le Reaver a quelques options. Donc, j'en ai pas parlé, mais sans armes de corps à corps, un Titan, ça ne fait rien. Si vous vous faites engluer au corps à corps, vous n'aurez que vos pieds pour vous défendre et ça fait que dalle, hein. Ça fait quelques attaques de dégâts 3 ou 4. Vous aurez le plus grand mal du monde à vous défaire d'une nuée d'infanterie qui va vous engluer au corps à corps. Et c'est en fait ça un des problèmes du gameplay Titan, c'est que dès lors que vous faites engluer au corps à corps, vous allez toucher très mal et vous n'arriverez jamais à vous défaire de tout ça. Néanmoins, tous les titans ont la même règle, c'est qu'ils vont pouvoir désengager, tirer, charger, bref, peu importe en fait ce qui vous colle aux orteils, vous faites à peu près ce que vous voulez et vous pouvez même vous déplacer en ignorant les figurines au sol. C'est-à-dire avec vos grandes enjambées, eh bien vous passez par-dessus les chars ennemis. Donc on a quand même une bonne adaptivité stratégique sur table. Le titan, il fait un peu sa life, il fait un peu ce qu'il veut. Néanmoins, si vous vous faites cliquer au corps à corps sans arrêt, voilà, vous allez mal toucher tout, ça va vous faire chier, hein, ça c'est clair et net. En tout cas, le Titan Reaver a le droit à une espèce de Power Fist. Donc en termes de figurine, on le retrouve incarné sous la forme d'un point tronçonneur. Je crois qu'il existe aussi sans la version tronçonneuse chez Forge World. Mais voilà, qu'est-ce que ça fait un point de Titan Reaver? Ça fait 6 attaques de force 20, PA-4, dégâts 14. Et il a également accès à un profil de balle
balayage qui va faire 12 attaques de dégâts 6. Donc vous voyez, s'il y a des chars qui vous cliquent les orteils, bon, voilà, un petit coup de balayette et il n'y a plus personne en face. Donc le Titan River, très sympa en termes de règles, même si on aurait aimé voir des vraies incarnations de bouclier Void par exemple. Et la chose vous est tarifée 2200 points, soit 2 fois plus cher qu'un Titan Warhound. Alors qu'en termes de PV, c'est pas la même quoi. Je veux dire, vaut mieux avoir 2 titans de 40 PV plutôt qu'un seul de 60. Et là, voilà, du coup, c'est vraiment pas terrible, hein. Donc, outre le match-up que je vous ai explosé, donc un River contre 2 Warhound, où là les choses me paraissent assez équilibrées, 2200 points, ça commence vraiment à piquer. En réalité, si on prenait en compte l'échelle de puissance actuelle du jeu, ce truc ne devrait jamais dépasser 1500. Moi, franchement, je le mettrais plus à 1003, 1002, Pour un Titan River, 1200, 1300 points, ça me paraît très cool. Passons maintenant à un des titans les plus rares des Légions Titaniques, c'est le Warbringer. Donc le Warbringer est un peu à la croisée des chemins entre le River et le Warlord. Il est d'une taille tout à fait intermédiaire, mais néanmoins on pousse encore les curseurs de puissance parce qu'on passe à 80 points de vie, endurance 14. Toujours avec l'invue, toujours avec la save à 2, on passe à contrôle objectif 20. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir venir vous contester votre position. Le Titan Warbringer, donc il est connu pour être un esprit de la machine particulièrement belliqueux et ce Titan est entièrement axé tir. Il ne va pas avoir accès à des armes de corps à corps et sa petite originalité, donc sur les bras, on va retrouver les mêmes catégories d'armes que le Titan River et par contre sur son dos va être monté un gigantesque canon qui lui va être hérité de la classe Warlord. Donc ce Titan Warbringer, il est très bien équipé en termes de tir parce que outre ses 2 grosses armes de bras, il va être un peu constellé de petites armes de défense anti-infanterie. Donc on retrouve beaucoup d'autocanons, beaucoup de bolters lourds, beaucoup d'armes qu'on retrouve uniquement chez les titans comme le Hardex Defensor Mauler. Donc il a toute une batterie de tirs anti-infanterie soudés à même le corps. Ça en fait, il est d'office équipé de ça. Vous n'avez pas le choix. Et donc, on retrouve en fait le Gatling Blaster, le Laser Blaster ou le Melta Cannon en arme de poing. Mais le gros morceau, ça va être naturellement l'arme qui va être montée sur son dos. Et là, on trouve par exemple le Nemesis Quake Cannon. Donc c'est un canon séisme. Le truc va littéralement provoquer des tremblements de terre. Alors, la portée, elle est drôle, 480 pouces. C'est-à-dire que voilà, si vous faites un affrontement apocalypse dans une grande salle des fêtes, le mec aura sans doute accès à l'autre bout de la table, 480 pouces. Bon, c'est complètement débile, on est d'accord. Alors, le canon séisme, c'est D6 plus 6 tirs de force 16, PA-4, dégâts 4. Donc autrement dit, c'est une grosse saturation de dégâts 4. C'est tout à fait cool. Et on va retrouver le Nemesis Volcano Cannon qu'on va pouvoir également monter sur son dos. Donc qui est la version la plus balèze de la variante Volcano. Ça fait D3 plus 3 tirs, force 24, PA-5, dégâts 14. Donc voilà, un gros canon Volcano tout à fait sympa. Donc voilà, ce Nemesis Warbringer, il n'a accès qu'à des armes de tir. Les options sont assez peu nombreuses en vérité, où finalement, outre son gros canon sur le dos et 20 PV supplémentaires, il n'a pas grand-chose de plus à dire qu'un Titan River. Et donc, il est à peine plus cher en points. Il est à 2600 points. Putain, 2600 points, c'est vraiment très très cher payé. Honnêtement, je vous dis, ces jets de tir, ils sont soumis à pas mal de jets de dés en termes de nombre d'attaques. Vous pouvez vous retrouver avec 2600 points d'armée, qui va à peine tuer 300 points d'armée en face. C'est tout à fait possible en termes de jeu. Bon,
Passons maintenant à la star absolue des légions titaniques, le Titan Warlord. Donc le Titan Warlord qui a un look absolument emblématique. J'en ai pas parlé, mais le Warbringer a aussi une gueule d'enfer. C'est un titan que j'adore. On commence à retrouver un véritable look de chevalerie chez ces titans-là, chez ces titans de plus grande classe. Donc le Warlord est l'incarnation parfaite de ça. Le mec a un casque de croisée, il a des écus, il a des grosses épaules armurées façon voilà chevalier Bayard. C'est tout à fait cool. Le Warlord est une figurine magnifique, quelle que soit l'échelle. Et donc là, en termes de profil, naturellement, on commence à entrer dans le très lourd parce qu'on a 100 points de vie, endurance 16 et contrôle objectif 30. Donc voilà, le mec a quand même une présence sur table qui est absolument folle. Donc là, en termes d'armement, on a toute la batterie du monde. C'est le Titan qui a le plus d'options disponibles en termes d'équipement. Il est vraiment très très bien pourvu. On peut l'équiper en corps à corps, en tir ou les deux. Donc sur son dos, on va retrouver des nacelles, des nacelles tout à fait iconiques, comme cet Apocalypse Missile Launcher, mais qui cette fois est d'une taille immense. Donc l'ensemble, ça va vous faire 40 tirs de force 8, PA-2, dégâts 2. 40 tirs, hein. Franchement, là, si vous mettez du Space Marine du chaos en face, vous les volez terriblement, hein. Ensuite, sur son dos, on va pouvoir opter pour l'option anti-char. Donc, c'est le fameux Laser Blaster. Donc, 2 Laser Blaster sur son dos. Moi, c'est l'option que j'ai, en tout cas, sur mon Titan. Là, le tout, ça vous fait 12 tirs de force 16, PA-4, dégâts D6 plus 3. Donc, vraiment, là, du gros tueur de char. À force 16, on est relax, hein, pour poutrer du Land Raider, du Predator ou que sais-je. Donc très 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 bon. Ensuite, sur les armes de bras, alors là c'est un festival, hein, on trouve une variante du Gatling Blaster, mais qui est énorme. 30 tirs en sustain hit, force 9, PA-2, dégâts 3. Donc une énorme saturation de tirs à dégâts 3. On trouve la variante du canon séisme, mais qui est encore plus balèze, parce que là ça va faire 3 des 6 tirs de force 16, PA-4, dégâts 6. Donc là, voilà, c'est l'arme ultime pour tuer, par exemple, des véhicules légers. On a la dernière incarnation du Volcano Canon, qui est encore plus forte. D3 plus 3 tirs, force 32. PA-5, dégâts 18. Donc force 32, faut vous imaginer que là, en fait, un Warlord ennemi, vous allez quand même le blesser sur du 2. Et à dégâts 18, croyez-moi qu'en face, un châssis avec 60 ou 80 points de vie, vous allez lui latter les couilles. C'est une évidence. Donc le Volcano Cannon de classe Warlord, c'est véritablement un tueur de titans. Il n'a pas d'autre rôle sur un champ de bataille que celui-là. Et on trouve une variante du fusil à plasma Annihilator qui s'appelle le Sun Fury, qui est absolument délirante. Alors, dans sa version surchargée, ça nous donne 2d6 plus 6 tirs, force 12, PA-3, dégâts 8. Donc vous le voyez, ce Titan Warlord, il a tout l'armement du monde, en fait, quel que soit son adversaire. Si vous le montez avec des lance-missiles Apocalypse, là c'est de l'anti-infanterie totale. Une Gatling, ça fauche les élites. Un canon séisme, ça fauche tout ce qui va être véhicule plus léger. Et un Volcano Cannon, ça défonce du Titan. Et un Sun Fury Plasma Annihilator, idem, ça défonce à peu près tout, hein. Ça défonce à peu près tout. Et du côté de l'arme de mêlée, donc ce Warlord a accès à un point énergétique. Mais alors là, laisse tomber la paluche, hein. On est vraiment sur une énorme paluche de bûcheron. Là, ce truc-là, ça nous fait 6 attaques de force 20, PA-4, dégâts 24. Dégâts 24. Donc là, en fait, vous one-shotez de l'Imperial Knight. Et à vrai dire, en 4 coups de tartine, vous pouvez très bien défoncer un Warlord ennemi au corps à corps. Donc, c'est chaud, quoi. C'est chaud, frère. Donc, le Titan Warlord, il est absolument sidérant de puissance. Mais il vous est tarifé 3500 points
3500 points, mais c'est un truc de fou, quoi. En vérité, ce truc devrait être à 2000. Hein. Je pense que voilà, quels que soient les titans, ça devrait pas dépasser 2000, ces trucs-là. Le Warhound, moi, je le vois genre à 600-700 points. Mais là, un Warlord à 3500 points, c'est absolument n'importe quoi. Quelle que soit l'armée d'en face. Quelle que soit l'armée d'en face, même une liste sympa, à 3500 points, votre Warlord, il va se faire botter le cul. Vous allez lui mettre des malus, vous allez lui cliquer ses petits narpions. Voilà, il pourra rien faire face à une armée. Donc là, pour aligner un Warlord à 3500 points, autant dire que même à une apocalypse à 10 000, c'est un peu léger. Donc, ça me paraît vraiment chaud de l'aligner celui-là, à moins de tomber vraiment dans le gigantisme. Naturellement, si vous jouez à 20 000 ou 30 000 points, un Titan Warlord aura tout à fait son mot à dire. Et donc, si on part plus loin dans les autres classes de titans, donc les titans de classe empereur, donc que ce soit le Warmonger ou l'impérator, donc là c'est le saint graal du bourrinisme, mais ce n'est pas incarné en termes de règles. Un titan impérator, donc comme je l'ai dit, si on le mettait à l'échelle de 40k, le truc ferait plus d'1m70, donc c'est tout simplement pas utilisable, c'est absolument pas possible, mais néanmoins on peut se prendre à rêver de ce que donneraient les armes dont sont équipés un titan de classe Imperator. Là, je pense qu'en fait, il one-shot du Warlord sans effort. Il est équipé de canons plasma. On a également le titan Warmaster qui n'est pas incarné en termes de règles à 40k, mais néanmoins qui est jouable à Epic 40k. Donc le Warmaster, lui, il a des boucliers Void, mais d'une puissance terrible. C'est qu'il en a 4 fois plus qu'un titan Warlord. Donc par exemple, à Epic, je sais que c'est un genre de titan très très difficile à dégommer. Et donc ce titan Warmaster, il est équipé de lance plasma, mais des lance plasma en fait qui peuvent raser une manipule titanique complète. C'est-à-dire que devant vous, il y a genre de 3 à 6 Warhound par exemple, ou même un River. Vous pouvez très bien sécher une manipule de titan complète avec l'armement d'un titan Warmaster. Il y a une variante qui envoie vraiment du lol, c'est le Warmaster Iconoclast qui est équipé d'un point de siège, donc ça c'est vraiment le truc fait pour faire tomber des immeubles entiers, et d'une épée tronçonneuse qui fait la taille d'un immeuble. Donc ce titan Warmaster Iconoclast, il est connu dans le lore pour être en fait le pire esprit de la machine possible. Le truc est absolument ingérable. Un titan Warmaster Iconoclast, il va tout simplement foncer sur l'ennemi et tout défoncer à son passage. C'est une espèce d'engin de siège géant. C'est un boulet de canon qui va se projeter dans les fortifications ennemies. Donc pas de règles pour le Warmaster ou l'Imperator. En tout cas, ces titans sont tous plus stylés les uns que les autres. En termes de figurines, il y a des trucs qui ont un peu vieilli, je trouve, comme le River ou le Warhound, mais néanmoins, je les aime tous. Et donc, je vais m'adonner à ce petit kiff de me faire une petite manipule de titan à l'échelle épique. Et si un jour, je peux avoir accès à un titan de classe Imperator, donc à l'échelle épique, un titan de classe Imperator, ça doit pouvoir atteindre les 30 à 40 cm. Donc on reste quand même sur une échelle assez raisonnable. C'est une grosse pièce, hein, certes, mais une grosse pièce quand même on aura toujours de la place sur une étagère pour l'intégrer dans notre collection. En tout cas, le petit monde des titans, moi je trouve ça passionnant. Je vous dis, hein, c'est la même passion quelque part que de découvrir les différentes légions Space Marine ou les différents régiments d'une garde impériale. On est vraiment dans la même logique, c'est un chapitre, des couleurs, des traditions, des doctrines de combat, des affiliations naturelles avec telle ou telle autre faction. Chacune des légions titaniques a ça à vous proposer. Donc c'est vraiment des segments de lore tout à fait passionnants. Et naturellement, je vous renvoie aux plus grands affrontements terrestres qui ont pu avoir lieu dans l'univers de Warhammer 40 000. Là, quand les titans entrent dans la danse, ça nous donne des trucs absolument terribles. Prenez par exemple le siège d'Hel's Reach sur Armageddon, qui était mené
par un titan impérator. Ce titan impérator, il a littéralement traversé des semaines entières de conflits, cerné de part et d'autre par des méga gargants orques. Là, on parle vraiment d'affrontements à échelle divine. On est vraiment dans la destruction massive, on est vraiment dans le million de morts. Les interventions des titans dans le lore, c'est tout à fait quelque chose de mémorable. Prenez par exemple la Legio Mortis quand elle intervient sur les derniers retranchés d'Istvan III. Là, on est vraiment dans la terreur pure, hein. Je vous rappelle, hein, vous êtes flippé, vous avez faim, vous êtes le dernier retranché d'un bastion pris pour cible. Vous entendez ça au loin ? Inévitablement, vous vous chiez dessus. Et quand on a ce son, moi, il me fait délirer, quoi. C'est vraiment le son de la terreur, hein. C'est pire qu'une cloche de l'apocalypse de Nurgle, quoi. C'est vraiment le bourrinisme le plus total qui marche lentement vers vous. Vous êtes désemparé, vous n'en pouvez plus, vous allez mourir dans un torrent de feu indiscernable. C'est une certitude. Bref, écoutez, je vais m'arrêter là pour cette petite émission plus fun qu'autre chose, à vrai dire, sur les titans. Je n'ai fait que gratter la surface, comme dans beaucoup d'émissions, hein, putain, on va pas se mentir, des heures de podcast n'y feraient rien. En tout cas, je ne puis que vous encourager à vous intéresser aux légions titaniques. Donc là, les sources sont nombreuses, hein, vous trouverez déjà pas mal de trucs sur l'Omnis Bibliotheca. Du côté de YouTube francophone, il y a Stenkova qui a fait pas mal d'émissions assez intéressantes sur les titans. Il va vous expliquer néanmoins comment fonctionnent les différentes armes et les technologies qui sont employées. C'est tout à fait sympa. Et vous avez également pas mal d'articles sur Warhammer Community liés à l'héraldique des légions titaniques. C'est là qu'on peut vraiment se rendre compte des différentes formes, des différentes couleurs, comment s'incarne une légion titanique sur table. Et à vrai dire, pour le choix d'une légion titanique, ce n'est pas une mince affaire. Elles sont toutes plus stylées les unes que les autres, comme la Legio Astorum qui arbore en fait des astres sur ses armures, des schémas astro, des schémas stellaires. C'est tout à fait stylé. Bref, les titans, c'est très bon. Mangez-en. Si vous avez l'occasion d'en avoir un pour 40k, c'est une aventure en soi. Et ça, à vrai dire, j'en parlerai plus longuement dans une émission de modélisme, hein, liée à ce type d'exercice. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de vous choper un petit Warhound, peu importe le moyen, du recast, de l'impression 3D, je m'en fous. Le résultat est là, c'est un titan sur table. Si vous avez l'occasion d'aligner un petit Warhound, voire un petit River, franchement, dans une apocalypse, là, c'est du kiff et du kiff et du kiff. Et en termes de collection, comme je l'ai dit, une petite manipule à Legio Imperialis, c'est la petite sucrerie du hobby, hein. C'est vraiment le petit exercice tout sympa. Donc, je ne puis que vous encourager à le faire également pour changer d'air, pour changer d'échelle et pour, pourquoi pas, se fixer un petit défi. Par exemple, si vous débutez à l'aéro, la construction d'un petit Warlord à échelle Legio Imperialis, c'est tout simplement un exercice de rêve pour s'initier à l'outil. C'est assez permissif en réalité, c'est très simple à faire avec un aéro, ce genre de petit projet. Bref, les Légios, c'est cool, bouffez-en. N'oubliez pas d'équiper la sonnette de votre appartement avec ça. Voilà, moi ça j'en rêve, je veux ça chez moi quand ma factrice passe me déposer un petit colis, le petit corps de guerre d'un titan Warlord. Oh putain, ça me vend du rêve. Les titans, de toute manière, ça me vend du rêve. Je rêve souvent que j'en pilote un pour assouvir mes fantasmes de puissance et de dévastation. Bref, les titans, c'est tout simplement l'unité reine de cette petite rubrique Brutal Hammer, parce que là, véritablement, plus brutal, tu meurs, et la brutalité, ça fait du bien. Brutalité et ruralité, les gars. Portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Bisous.